Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition au menu de l'actualité. Ce soir, Covid-19, la Banque africaine de développement promet 3 milliards de dollars américains dans le secteur pharmaceutique en Afrique. L'annonce est du président de la BAD, le docteur Akiwunu Adesina, en visite à l'Institut Pasteur de Dakar. Le président de la Banque africaine de développement a aussi fait part de l'engagement de l'institution financière d'accompagner l'IPD en termes de production de vaccins. Synthèse à suivre dans ce journal. Et puis Cannes 2021, les Lions se sont entraînés ce samedi pour préparer leur match des quarts de finale prévu ce dimanche contre la Guinée équatoriale à 19h GMT. Sadio Mané et Bamba Dieng, de retour de repos, ont rejoint le groupe lors de cette séance d'entraînement. Le compte rendu à suivre tout à l'heure avec Cheikh Diop et Serine Salioudem. Et dans notre rubrique portrait ce soir, zoom sur un jeune Sénégalais fabricant d'armes. Il s'appelle Serine Mokhtarba et passionné d'armurerie depuis son enfance. Avec une vingtaine d'années d'expérience dans ce domaine, Abdourahmane Ly nous propose son portrait dans ce 1945. Et enfin, article de la semaine, le scénario des élections du 23 janvier dernier rappelle celui de 2009 où Abdoulaye Wade avait essuyé une défaite dans presque toutes les grandes villes. Et notre confrère du quotidien Besbi le jour, Ahmad Khan, avec son article intitulé Yewwi Askan Wi gagne plusieurs villes. Retour en 2009 sera notre article de la semaine avec Mamadou Dieng. Ce sera en fin d'édition. Bienvenue à toutes et à tous. Actualité oblige, nous parlons Cannes 2021, la Gambie éliminée par le Cameroun lors donc des quarts de finale joués. Aujourd'hui, les Lions indomptables qui valident ainsi leur ticket pour les demi-finales. L'autre match de ce soir se joue à l'instant même, le Burkina face à la Tunisie. Temps additionnel pour le premier mi-temps, 0-0 partout. Donc c'est le match qui se joue à l'instant même, Burkina et Tunisie. L'autre actualité, c'est toujours le sport. Football Cannes 2021, les Lions, l'ensemble du groupe s'est entraîné ce samedi à l'annexe A du stade Olymbe. Sadio Mané et Bamba Dieng sont revenus de leur repos. Le Sénégal, qui prépare ainsi son quart de finale face à la Guinée équatoriale, prévu ce dimanche à 19h GMT. On prit part donc à cette séance d'entraînement. Nos envoyés spéciaux, Cheikh Diop et Serine Salioudem. Voici le compte rendu. C'est à 16h30 que le bus des Lions arrive à l'annexe A du stade Olymbe. La séance d'avant-match étant prévue une heure plus tard, il leur a fallu attendre que Monsala et compagnie terminent d'abord la leur. Un groupe au complet avec le retour de Sadio Mané et Cheikh Ahmadou Bamba Dieng. Le premier était au repos après un choc face au gardien capverdien et le second pour des douleurs au genou. Des étirements et un tour de terrain au menu des échauffements. S'en est suivi une séquence de passes plus accélération avec un Sadio Mané très affûté. Le buteur des Lions s'est totalement remis de sa blessure à la tête, de même que Bamba Dieng. Un exercice de conservation est ensuite planifié avec deux équipes qui s'opposent dans la moitié de terrain. De l'autre côté, devant les buts, toujours sous la supervision de Tony Silva, Edouard Mendy, Alfred Gomis et Sénégalais s'exercent aux arrêts sur des tirs à bout portant. La séance s'intensifie avec une opposition attaque-défense, mais c'est la défense qui s'illustre dans ce domaine. Pour le quart de finale face à la Guinée équatoriale, la composition de Cissé ne devrait pas changer pour autant. Le seul retour de Cheikhou Kouyaté au milieu pourrait perturber les plans de Cissé, surtout avec la bonne performance de Pape Gueye face au Cap-Vert. De retour dans le groupe, Ismaïla Sarr et Bamba Dieng ne devraient pas débuter le match, mais Sadio Mané, Famara Diédhiou, Habib Diallo et Boulaye Dia seront présents ce dimanche.
En santé, la pandémie de Covid-19, l'insuffisance des vaccins en Afrique, mais aussi les vaccins contre la Covid-19 ont été au cœur des débats de la visite du président de la Banque africaine de développement à l'Institut Pasteur de Dakar. 3 milliards de dollars américains sont prévus pour le secteur pharmaceutique en Afrique, selon le docteur Adesina. Il a également promis d'accompagner l'IPD en termes de production de tests antigènes, mais aussi en termes de production de vaccins. La synthèse de cette visite, signée Mamse Noboubabou. 3 milliards de dollars américains seront injectés dans le secteur pharmaceutique en Afrique, selon le président de la BAD. En visite à l'Institut Pasteur de Dakar, Dr Adesina s'engage à les accompagner en termes de production de tests antigènes, de produits pharmaceutiques, mais aussi de vaccins. Mais regarde dans le monde. Aujourd'hui, peut-être 8 à 10% de la population africaine ont eu le vaccination. Les gens parlent de deuxième dose, troisième dose, quatrième dose, peut-être il y aura la 5e dose partout dans les pays développés. Et en Afrique, on cherche la première dose. La Banque africaine de développement a décidé qu'en ce qui concerne le financement du secteur pharmaceutique, on mettra 3 milliards de dollars américains. Pour le ministre en charge du plan Sénégal émergent, cette visite va renforcer les relations de coopération entre le Sénégal et la BAD. 38 opérations pour un engagement de 1191 milliards de francs CFA, le portefeuille géré par la BAD dans notre pays. L'importance de ce portefeuille illustre le soutien de la Banque africaine de développement à la réalisation d'infrastructures majeures au bénéfice du Sénégal, dont le train express régional que nous venons de visiter. Nous retenons de cette visite de Monsieur le Président de la BAD des moments forts comme la rencontre à la DER des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs et des entrepreneurs femmes, la rencontre avec le secteur privé national et la signature d'accords de financement d'un montant total de 177 milliards de francs CFA. Après sa rencontre avec les jeunes entrepreneurs et le secteur privé, ce samedi, c'était le tour de l'Institut Pasteur. La BAD promet de l'appuyer en le rendant plus fort afin de gagner la bataille de la sécurité sanitaire. Et quelle est donc l'origine de la mauvaise qualité de l'air de plus en plus fréquente? Le projet RGO, déployé dans 4 pays africains, cherche à apporter des réponses à cette question. Et au Sénégal, c'est la commune de Sébikotane qui a été choisie pour abriter 200 capteurs qui seront posés dans différents quartiers afin donc de mesurer des particules dans l'air et leur provenance. Babacar Seck, reportage. Le projet RGO, qui s'intéresse à la qualité de l'air liée à l'activité humaine, a choisi Sébikotane pour mesurer les particules dans l'air pendant 6 mois. 200 capteurs fabriqués à l'aide d'écorces d'eucalyptus ont été installés dans 4 quartiers. La finalité, c'est de regarder du coup les particules qu'on respire, d'identifier les sources. Est-ce que ça vient du trafic, de la cuisson, du brûlage d'ordures, des usines ou des poussières naturelles qui sont transportées par le vent. Et après de partager ces résultats, les connaissances locales, les savoirs locaux pour imaginer des solutions ensemble. Alors l'écorce, parce qu'on a testé, ça marche sur les feuilles, sur les écorces, sur différents matériaux. Mais nous, on utilise l'écorce parce que l'arbre est un capteur de particules et l'écorce, avec sa structure, il y a des petits trous, des petits canaux rugueux. L'écorce va capter et piéger efficacement les particules. Grâce à une application dédiée, toutes les données liées à la qualité de l'air seront recueillies et analysées à Dakar et à Toulouse pour déterminer la provenance des particules. Parce que nous, on fonctionne grâce à une application qu'on appelle CoboBox. Donc il y a une formulaire qui est dedans, donc on utilise pour remplir les informations concernant le capteur, la maison et les personnes qui y vivent. Donc par exemple, le numéro du capteur, on le met, donc le nombre de personnes qui vivent dans la famille, s'il utilise du gaz, du charbon, voilà.
gaz butane, ou bien s'il y a un dépotoir d'ordures clandestin qui est dans le quartier, tout près de la maison. Donc toutes ces questions-là sont notées dedans. Et la position géographique et tout. Et dans 6 mois, si on vient donc, pour récupérer les capteurs, donc on aura donc, la facilité donc, de trouver. Donc, parce que... À côté de l'aspect scientifique, le projet RGO comporte un volet culturel qui permet de sensibiliser les populations grâce au théâtre forum. Et pendant ce temps, les habitants de la zone B disent non à l'installation de postes courants dans leur quartier. Ils sont très remontés contre le maire de Fan.E, Amitié, qui selon eux est à l'initiative de ces manœuvres en creusant jusqu'au niveau des trottoirs pour y installer des fils électriques, des installations qui leur ont privé d'électricité pendant 2 jours selon ces résidents de la zone B. Ibrahim Djedjou porte leur parole. Il est au micro d'Abdourahmane Ly. Il y a 3 mois, au début, quand on a commencé l'installation de ce poste, ils n'avaient même pas la légalité. Moi, ici présent, et le propriétaire de cette maison, Moustapha Diagne, on s'était opposés. On avait appelé la presse. Ils avaient dit qu'en fait, le maire avait autorisé. On avait dit, le maire est notre responsable, on le sait, vu l'acte 3. Mais tout acte qu'il doit faire, il y a des associations qui ont des relais, il y a les populations. Il fallait une action concertée. On s'était opposés. Et c'était le branchement pour l'immeuble en face. Et finalement, on avait trouvé un consensus. Mais le problème, l'endroit choisi même, je crois qu'aujourd'hui, si les gens ont l'intelligence de créer, d'installer des bâtiments comme ça, ils doivent avoir leurs installations à l'extérieur de leurs cellules, c'est-à-dire de leur immeuble. C'est ça le sérieux. C'est beaucoup de danger. Là où vous voyez un charbonnier, il y a des gens qui vendent des gargotes. Et le courant, et face à tout ça, c'est des dangers inouïs. Voilà la vérité. Nous n'avions pas de problème. Nous sommes nés dans ce quartier regorge les anciens cadres de ce pays. Nous ne sommes pas nés la dernière pluie. Mais ce qui se passe, c'est un monde à l'envers. Tous les gens qui vont installer des immeubles, à mettre les installations de courant dans leurs immeubles et laisser le bien public à tout le monde. On a élu récemment des maîtres dans ce pays pour que le Sénégal change. Mais là, c'est un monde. Et retenez que la rédaction a tenté de joindre le maire de Fanamitié.e pour plus d'informations sur cette situation, mais sans succès. En politique, après la publication des résultats du scrutin des locales du dimanche 23 janvier dernier, des recours sont annoncés un peu partout de la part de certaines coalitions pour contester. Elles peuvent déclencher la procédure avant l'installation du maire élu, mais cela ne peut empêcher les autorités administratives de l'installer officiellement 15 jours après le scrutin. Les précisions de Djibril Ning, expert électoral, au téléphone d'Abdourahmane Ly. Le recours n'est pas suspensif parce que le droit électoral, ce n'est pas le droit commun. Et de façon précise, il faut dire que le droit électoral déroge bien souvent du droit commun. Alors, c'est pourquoi lors des déclarations de candidature, par exemple, les recours qui ont été faits n'ont pas été suspensifs. Alors, lorsque une décision maintenant est rendue favorable, n'est-ce pas, à ce recours, l'application est faite à cette décision. Si cela porte, par exemple, sur l'inéligibilité d'un membre du Conseil, ce membre du Conseil est simplement retiré. Si cela porte sur une partie du Conseil, il y a nullité de cette partie du Conseil. Et il peut y avoir des élections complémentaires. Et si ça porte sur l'ensemble du Conseil est simplement dissous. Et à ce moment-là, il y a ou une délégation spéciale ou des élections complémentaires. Parlons transport à présent. La mise en circulation du train express régional a impacté les conducteurs de taxi qui rallient le centre-ville et la banlieue dakaroise. Ces derniers témoignent que depuis la mise en circulation du TER, la clientèle se fait rare. C'est un reportage d'Alunso. Ces chauffeurs guettent les clients qui se font rares depuis l'arrivée du TER. D'habitude, à cette heure, il y a beaucoup de clients sur les lieux. Les chauffeurs y voient beaucoup leur compte. Mais depuis la mise en circulation du TER, nous ne voyons plus personne. Même son de cloche, Pape Diouf attend désespérément un usager de Rufisque ou de Fass Mbao. Nous n'arrivons plus à trouver des clients. Nous perdons beaucoup trop de temps ici.
La même chose est notée lorsque nous quittons la banlieue pour venir ici. Ça nous a vraiment impacté. Au-delà du TER et de ses conséquences, les clients se font rares. Pendant les élections, le constat était plus accentué. Certains chauffeurs sont là depuis 14 heures, mais ils n'arrivent toujours pas à trouver des clients. La commercialisation du TER et les élections ont vraiment affecté notre travail. Actuellement, les chauffeurs de taxi qui valent entre la banlieue et Dakar souffrent le martyre. Ces derniers soutiennent que le train express régional a eu un impact négatif sur leur activité. La rédaction s'est aussi intéressée à l'univers des blanchisseries et pressing, un business qui a fini d'attirer la clientèle à Dakar. La preuve, on en trouve désormais au moins un dans chaque quartier de la capitale et les gérants de ces services et chacun a sa manière de faire son travail. Le processus est expliqué dans ce reportage signé Khadija Diouf. Les clients entrent tour à tour pour récupérer leurs habits dans ce pressing, où des machines sont installées à chaque coin. Dans les étagères, des vêtements déjà lavés, repassés et mis dans des sachets. Ici, les machines tournent à plein régime. Les pressings sont de plus en plus fréquentés par les populations, des lieux qui deviennent de plus en plus accessibles, car dans certains pressings, le linge est facturé au kilo. Nous avons des machines de 9 kilos. Le client prend ses habits, les met dans la machine jusqu'à ce que ce soit pleinement rempli avec les étages, les repassages et autres. Le client ne paye que 7 000 francs CFA. Nous sommes dans un autre pressing de la place. Ici, le travail ne se passe pas de la même manière. Nous avons choisi 2 jours où nous faisons une promotion. Ces jours sont le lundi et le jeudi. Nous prenons la machine de 15 kilos et nous diminuons les prix. Au lieu de 2500, le prix sera à 1500 francs CFA. Au lieu de 3500, 2500 les donne. Selon ces gérants de pressing, ces lieux gagnent de plus en plus la confiance de la population et deviennent de plus en plus accessibles à toutes les bourses. Les Sénégalais viennent de plus en plus dans les pressings car nous savons que les produits utilisés pour laver l'habit du client lui donnent un éclat. Une note en culture, Dakar Music Expo va organiser sa 3e édition pour une durée de 3 jours, l'Afrique vers le monde. C'est le thème de cette édition qui a pour objectif de dénicher de nouveaux talents d'Afrique, mais aussi d'unir l'Afrique à travers la musique et via les artistes venus de divers horizons de ce continent. Doussar, fondateur de Dakar Music Expo, au micro de Khadija Diouf. Alors la 3e édition a pour thématique DMX Goes Global, donc le DMX s'ouvre au monde entier. Et comment on s'ouvre au monde entier? En commençant une édition bilingue anglais-français, parce qu'on constate que la majeure partie des discussions, des transactions dans l'industrie de la musique se fait en anglais. Par rapport à la thématique, donc toujours dans DMX Goes Global, c'est discuter entre nous pour voir comment le Sénégal et l'Afrique en général peut renforcer. Il y a un regain d'intérêt de la musique africaine, comment on peut l'augmenter et comment l'Afrique francophone, et notamment le Sénégal, peut encore rayonner dans cette appréciation nouvelle de la musique africaine. Ça va durer 3 jours, c'est ça? Jeudi, vendredi, samedi. Parrain Youssou N'Dour éternellement, marraine Angélique Kidjo éternellement, parce que c'est le grand frère et la grande sœur dans la musique et c'est des sommitiers de la musique africaine, donc c'est symbolique aussi. Cheikh Ndigal Lo est l'invité spécial. Je disais tout à l'heure que le DMX doit rester multigénération, multigenre. Multigénération parce qu'il faut que les jeunes générations voient ce que les aînés ont fait.
Cette année, on reçoit un groupe du Mali, malgré ce qui se passe au Mali, donc une pensée qu'on va faire au Mali. Ils vont prendre la route pour venir au Sénégal. Ils s'appellent Sahel Roots. C'est des jeunes très très talentueux. On aura une rappeuse qui nous viendra du Nigeria et on a un homme orchestre qui est très connu, qui nous vient du Cameroun, mais qui vit... Et à présent, cette actualité, une manifestation de soutien au peuple malien tenue ce vendredi après-midi à la place de la Nation. C'est à l'initiative de plusieurs organisations de la société civile, organisations politiques, mais aussi des syndicats. Et c'est pour eux une manière de montrer leur opposition aux sanctions de la CEDEAO contre le peuple frère, le Mali. Le compte-rendu signé Marem Diaye. L'hymne du Mali pour démarrer le rassemblement. Sur place, une foule aux couleurs du Mali et du Sénégal. La manifestation de soutien au peuple malien, une manifestation de plusieurs organisations de la société civile, des partis politiques, des syndicats et autres personnalités. Ils estiment que le contexte actuel n'est pas propice à des sanctions. Au moment où nous sommes, au moment où tous les pays du monde vivent une crise sanitaire, au moment où la Covid est en train de faire des ravages partout dans le monde, nous ne jugeons pas nécessaire de prendre des sanctions présentement pour ce qu'on appelle des sanctions pour l'État du Mali. Des sanctions qui heurteraient le peuple malien qui aurait choisi d'accompagner la junte durant ces 5 années à venir. Le peuple a soutenu la junte. Le peuple a soutenu cette transition qui va durer 5 ans. Donc maintenant, nous disons que les sanctions de la CEDEAO sont contraires avec la volonté du peuple malien. Un soutien bien apprécié par la plateforme de la jeunesse malienne. Nous, en tant que Maliens du Sénégal, on ne peut que remercier ce peuple-là. On n'a pas de prix pour les Sénégalais. On leur dit seulement merci, un grand merci. Un merci pluriel et un merci majuscule. Et je suis sûr d'une chose, après cette concertation, après cette démonstration de force, les responsables de la CEDEAO reviendront à des meilleurs sentiments. Les organisateurs de ce rassemblement du 28 janvier pensent que le peuple sénégalais ne doit pas croiser les bras devant ces sanctions qui, non seulement étouffent l'économie malienne, mais aussi celle de toute l'Afrique de l'Ouest. Notre portrait de ce soir s'intéresse à un jeune fabricant d'armes. Il s'appelle Serigne Mokhtar Ba et c'est un jeune Sénégalais passionné d'armurerie. Plus de 20 ans d'expérience aujourd'hui. Il se dit fier d'avoir fait sa carrière dans ce domaine, mais surtout d'avoir passé tout son cursus scolaire au Sénégal. Son portrait dressé par Abdourahmane Ly. Serigne Mokhtar Ba est un pur produit de l'école sénégalaise. C'est après la classe de première que ce jeune fabricant d'armes a rejoint la prestigieuse école du Prytanée militaire de Saint-Louis. Son cursus en électromécanique à l'école polytechnique de Thiès fortifie sa passion. Bien avant le bac, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux apprendre après pour que cela puisse me permettre d'être très performant sur la fabrication de fusées et autres. Maintenant, d'autres systèmes d'armes. Donc j'ai fait l'ingénieur en électromécanique qui nous permet d'être aussi bien performant en mécanique, électronique et en électricité. J'ai commencé avec les mini-fusées qui après sont devenues des fusées expérimentales autant pour moi, et après qui sont devenues des roquettes et des missiles maintenant. À seulement 37 ans, Mokhtar a à son actif, dit-il, aujourd'hui 21 ans d'expérience. Dès 15 ans, il se concentre et travaille sur beaucoup de projets. Résultat, une panoplie d'armes qui, sur le plan juridique, porte son nom. Il y a le système d'armes Ninkinanka, le missile Moussibe, le missile Melar, le missile Garlankor, le missile Lotlov, le missile Tchono. Voilà, bon, c'est des types. Chaque type de missile a sa manière de faire. Si vous voyez le Ninkinanka, quand il tire, pour la partie tactique, vous ne voyez pas de flamme. C'est une innovation bien sénégalaise. Fabriquée par un Sénégalais. Des contrats mirobolants, c'est ce qu'il reçoit le plus souvent, des propositions qu'il va décliner pour des raisons d'éthique. Une leçon qui lui a été inculquée au Prytanée militaire.
Imaginez que je parte dans un autre État, que je fabrique ces systèmes d'armes. Si un jour, ces mêmes systèmes d'armes conçus par un Sénégalais, fabriqués au Sénégal, sont pointés contre le Sénégal, sachant de quoi je suis capable, et les voyant frapper leur cible lors des essais, bon, je préférerais que le Sénégal ait au moins l'avantage stratégique de savoir, à travers le ministère des Forces armées, qui vendre, combien en vendre et qui ne pas vendre. Si j'avais accepté un des nombreux contrats qu'on me propose, bon, actuellement, bon, je serais au part, voilà, avec tout ce qu'il faut. Mais au Sénégal, comme on dit, on n'est jamais proche chez soi. Qui veut la paix prépare la guerre. Un adage que Mokhtar Ba a bien décrypté par la conception d'armes pour le Sénégal. Cependant, la monnaie de la pièce tarde à être totalement rendue, explique-t-il. Je suis en collaboration avec l'État du Sénégal. Voilà, donc je suis en contrat avec eux. Voilà. D'ailleurs, une partie du contrat n'a pas été respectée par le ministère de la Recherche scientifique depuis plusieurs années. C'était du temps du professeur Maritonian. Jusqu'à présent, bon, leur partie n'ont pas respecté la partie du contrat. Bon, ils me doivent environ minimum pas moins de 100 millions, un peu plus. Voilà, c'était écrit, signé. Âgé de 37 ans, Mokhtar Ba, ingénieur en électromécanique, se plaît dans ce métier qu'il juge stratégique. Au-delà de l'aspect sécuritaire qu'elle assure, la fabrication d'armes peut participer à régler le problème du sous-emploi, selon ce jeune fabricant d'armes qui invite les autorités à porter une attention sérieuse à ce domaine. Dans l'actualité ailleurs, nous reparlons du coup d'État au Burkina Faso. La classe politique se dit ouverte au dialogue 6 jours après le renversement du régime Kaboré. La vie semble donc suivre son cours dans la capitale Ouagadougou au lendemain de la sortie du colonel Damiba, promettant de consulter toutes les forces vives de la nation pour établir une feuille de route. Les partis politiques se disent disponibles. Au parti de Blaise Compaoré, resté au pouvoir, rappelons-le, 27 ans entre deux putschs, le vice-président souligne leur ambition de participer à la future transition. Même son de cloche du côté du parti du président déchu, où l'on condamne toutefois le putsch malgré tout. Pas question de rester en retrait de ce processus. En Tunisie, le président Kais Saied consulte les citoyens par des QCM, comprenez par la question à choix multiples. Cette consultation non moins insolite et première du genre en Afrique du Nord devra conduire à une réforme de la Constitution de 2014. En ligne depuis le 15 janvier, l'étude doit se poursuivre jusqu'au 20 mars prochain. Et malgré l'importance de l'enjeu, les premiers jours n'ont pas connu de raz-de-marée. Ce mercredi, le site de l'événement enregistré environ 1,3% de personnes majeures recensées depuis 2018 dans ce pays. C'est la fin donc de ces actualités internationales. À présent, votre rubrique article de la semaine qui s'intéresse au scénario des élections locales de dimanche dernier, identique à celle de 2009. Pour rappel, Abdoulaye Wade avait été battu dans plusieurs grandes villes. Il s'en est suivi la chute de son régime. Des similitudes que le journaliste Ahmad Khan, coordinateur de Besbi Le Jour, rapporte dans un article intitulé « Yewwi Askan Wi gagne plusieurs villes, retour en 2009. Article de la semaine signé Mamadou Dian et Seleman Diallo. Dans son article, il étale des similitudes entre les élections locales de 2009 et celles de 2022. Ahmad Khan, coordonnateur du quotidien Besbi Le Jour, évoque des faits dans son papier intitulé « Retour en 2009 ».
Si on voit un peu avec 2009, c'est pratiquement le même timing qu'aujourd'hui. Et les résultats, on sait que c'est Benno Siggil Sénégal à l'époque, une coalition de l'opposition forte, aussi forte d'ailleurs, qui était aussi significative qu'aujourd'hui la coalition Yewwi Askan Wi à certains égards, qui avait remporté finalement les locales de mars 2009 avec les grandes villes, y compris Dakar, Saint-Louis, Kaolack, etc. Nous sommes aujourd'hui à deux ans aussi de la présidentielle 2024 qui est très décisive. Je pense que c'est pratiquement la même chose, avec pratiquement le même score sur le plan du nombre de communes remportées par l'opposition. En 2009, c'était aussi la marche vers le dégagisme, que Wade quitte le pouvoir et c'était un peu l'entêtement à faire un troisième mandat. Aujourd'hui, le débat sur le troisième mandat se posait en tout cas jusqu'avant cette élection-là. Et je pense que c'est pratiquement une photocopie de 2009. Abdoulaye Wade et le pouvoir ont reçu une raclée au local annonçant la fin du régime. 2022, le même scénario semble se reproduire avec Benno Bokk Yakaar. Aujourd'hui, c'est la même chose. La raclée, en fait, on peut bien dire, oui, sur le plan national, on a gagné pratiquement 80 ou 90% de communes, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'abord la capitale. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de bataille capitale pour la capitale. Il y a un message à décrypter au-delà de tout cela. C'est que c'est une sanction contre le président Wade, le président Macky Sall aujourd'hui, et même certaines pratiques. Il y a l'arrogance, l'insolence, c'est pratiquement les mêmes mots qui ont eu raison de Abdoulaye Wade à l'époque, qui sont revenus, et les Sénégalais se sont exprimés. Et je pense que le message principal, c'est de dire que le peuple n'a pas été content. Et c'est une suite logique quelque part, si vous voulez, même si en politique, il n'y a pas de logique, comme on le dit toujours, de mars 2021, les derniers événements. On attendait de voir si c'est une confirmation du rejet de la politique présidentielle, et aujourd'hui, c'est apparemment le cas. Cette défaite, dans plusieurs grandes villes, laisse libre cours à plusieurs réflexions. La déception de la coalition au pouvoir se serait corsée avec la double défaite d'Abdoulaye Diouf Sarr. Un drame au regard du journaliste. Oui, c'est un drame pour Diouf Sarr parce que c'était quand même quelqu'un qui avait sauvé la paire et Benno Bokk Yakaar en 2014 et qui était quand même sur le bon chemin, entre guillemets, politique. C'est vrai que la gestion du Covid a été un atout aussi quelque part pour lui. Il a eu une bonne image et même le choix qui s'est imposé à lui contre Diouf Sarr, contre Amadou Ba par exemple au Parcelles Assainies, tout était indiqué que Diouf Sarr était l'homme de confiance du président Sall. Et aujourd'hui, on peut parler de chute de Diouf Sarr qui perd. On pouvait même comprendre qu'à Dakar, qu'il perde à Dakar pour la ville parce que c'était pas évident. Il y a aussi Yewwi Askan Wi qui est très forte, mais qu'il perde de Yoff son bastion, c'est ce qui lui restait en réalité. Aujourd'hui, pour moi, il devient un politicien néant quelque part, tant qu'il ne retrouve pas sa base politique à Yoff. Le fauteuil du Premier ministre attendait la fin de ces locales pour connaître son occupant. La débâcle ne risque-t-elle pas de rebattre les cartes? Amath Kane se veut plus long. Macky Sall a bien dit qu'il a déjà le nom dans sa tête, on ne le sait pas encore. Mais c'est clair qu'il y avait une liste. On ne sait jamais ce qu'il nous réserve, il nous surprend très souvent. Ça peut venir de la société civile. Bon, pour moi, il n'a plus rien à perdre aujourd'hui. C'est une élection, il reste encore, c'est vrai, les législatives. Mais si la logique encore de sanction continue, c'est qu'on va vers une cohabitation au-delà des locales, vers une cohabitation pour les législatives. Et ça, ce serait quand même la fin. Et pour le coordonnateur de Besbi Le Jour, Macky Sall doit procéder à une redistribution politique. Mais ce n'est pas une mince affaire si l'on se fie à son article paru lundi. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur ITV.